j'ai proposé aux membres du comité que la question soit la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? Madame, Monsieur, bonsoir. Vous venez de l'entendre, la formulation de la question sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est désormais connue, une question à laquelle les quelques 170 000 Calédoniens inscrits sur la liste électorale spéciale devront répondre le 4 novembre prochain. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui l'a annoncé au terme du 17e comité des signataires. On retrouve en direct depuis Paris Angélique Souche. Oui, ce comité des signataires aura duré près de 17 heures, dont 7 heures seulement, consacrées seulement à la formulation de cette question. Vous l'avez dit, cette question sera: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Pour le Premier ministre Édouard Philippe, cette rédaction est non seulement conforme aux principes constitutionnels de clarté, de loyauté, de sincérité, mais elle est aussi et peut-être surtout conforme à l'esprit même de l'accord de Nouméa. Alors cette question est une sorte de synthèse des exigences des uns et des autres, exigences des indépendantistes tout d'abord, pour qui le référendum devait absolument porter sur la pleine souveraineté, exigence aussi des républicains calédoniens et du rassemblement, les républicains, qui eux souhaitaient que le mot indépendance figure dans cette formulation, et puis exigence de Calédonie Ensemble, pour qui la question ne pouvait être que binaire, autrement dit, appeler à une réponse qui soit oui ou qui soit non. Pour autant, le consensus n'est pas total, le MPC et le Rassemblement regrette que le mot France ne figure pas dans ce libellé. Alors une fois encore, ce résultat surprenant est le fruit de la méthode Édouard Philippe, une méthode que l'on pourrait qualifier par le triptyque écoute, humilité et pugnacité. Le Premier ministre s'est impliqué personnellement dans la rédaction et dans la négociation, cette longue négociation dans cette nuit parisienne. Et vous allez l'entendre, à la sortie de ce comité des signataires, les élus calédoniens étaient unanimes sur cette prestation d'Édouard Philippe. Il n'y a pas eu de consensus effectivement sur la question, puisque nous proposions nous une alternative entre la France d'un côté et l'indépendance de l'autre. Nous avons obtenu effectivement que le terme d'indépendance soit mentionné dans la question, ce qui était important pour nous pour des raisons de clarté. Et puis le Premier ministre a choisi effectivement de poser la question de l'accès à la pleine souveraineté ou l'indépendance. Oui ou non à cette question, et donc nous prenons acte de cette décision. Nous avons dit que nous souhaitions une deuxième alternative, celle du maintien dans la République française. Je crois que vraiment ce qui était important, c'est que ce soit clair et que le terme d'indépendance, qu'on sache qu'on va voter contre l'indépendance, puisque c'est ce que veulent les partisans du maintien dans la France. Les échanges ont été rugueux, directs. Parfois il a fallu faire refroidir les soupapes parce que ça montait dans les tours, et puis au fil du temps, peut-être avec aussi l'heure tardive, certains esprits se sont émoussés et des points d'équilibre ont été trouvés. Il faut aussi savoir fatiguer les chevaux parfois pour arriver à trouver des équilibres. Donc ça a été fait. Donc, et puis le Premier ministre, là aussi, une nouvelle fois, il faut le dire, parce que c'est exceptionnel, hein, a passé ses 14 heures avec nous du début à la fin, y compris en apportant sa patte personnelle en termes de rédaction aux équilibres qui ont été trouvés. C'est un accord qui est fini, un parcours de 20 ans. Donc forcément, il devait être riche. Un accord conclusif, comme disent certains. Donc on a eu pas mal de points à traiter aujourd'hui. Et pas mal aussi de divergences qu'on a traînées depuis des années, et qu'aujourd'hui on arrive à un moment où il fallait qu'on traite. Et puis, on a quand même réussi à sortir avec des points qui nous rassemblent. On est satisfait du résultat au sortir de ce comité de signataires ce soir, oui. Mais on se félicite surtout de l'investissement du Premier ministre, qui a passé de longues moments dans la journée avec nous, et qui a porté lui-même les choses. Il a fait des propositions, d'écriture. Il s'est isolé un moment, a écrit avec ses collaborateurs. Je crois que on n'a jamais vu de Premier ministre faire ce genre d'exercice.
Alors, cette question, je vous la rappelle, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Eh bien, cette question, nous l'avons déjà posée à certains Calédoniens, aujourd'hui à Nouméa. Question claire ou ambiguë? Voyez les réactions recueillies par Sylvie Méhoun et Christian Favnec. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Oui. Est-ce que les gens sont compétents? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va le pouvoir? On peut? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est prêt? Je ne sais pas. La question là, oui, elle est claire. En fait, par rapport à la question, c'est un moyen aussi pour que le pays se développe. Il a fallu que je la relise 2 fois quand même. Je suis peut-être pas très futé, mais c'est pas si évident que ça, à mon avis. Qu'est-ce qui n'est pas évident? Qu'on mélange la pleine souveraineté et indépendant. J'ai compris, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est ambigu? Ouais. Moi, je répondrais non, mais je suis pas mélanésien. Je peux répondre ce que je veux. C'est à eux de répondre à la vraie question. Mais il n'y a pas que les Mélanésiens et les Kanaks? S'ils veulent, mais moi, je suis un invité ici. Voilà. Je vote parce que je vis ici depuis longtemps. Mais moi, je dirais non. Est-ce qu'elle est claire pour vous, la question? Absolument. Qu'elle accède à la pleine souveraineté dans un certain sens, devienne indépendante. Un pays comme la Calédonie ne sera jamais indépendant. On est toujours tributaire de quelqu'un. Les Français partiront, les Chinois seront là. Essayez d'expliquer un peu, d'être simple en mots. C'est-à-dire, il y a des termes... ouais. Déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire, souveraineté. Et toi? Indépendance, ça vous parle plutôt? Oui, qu'on devienne indépendante. Oui, c'est clair. C'est pour moi, pour la France. Parce que la France qui donne tout ici. La question est claire. Mais après... Autre actualité, la météo et le temps maussade et fortement pluvieux. Météo France NC indique vigilance rouge, forte pluie orage de Thio à Wegwa, orange, forte pluie orage sur Yaté, l'ouest de Dimbéa à Poum, épisode pluvieux orageux remarquable sur la côte est, crue également sur l'ouest, vigilance jaune sur le reste du pays, hormis l'île des Pins. Alors je vous le disais, l'ensemble de la Calédonie, hormis l'île des Pins, est impacté par ce phénomène de forte pluie. Écoles et services communaux ont été fermés à Canala, éboulement dans le col d'Amieux et à Yaté sur la RP3. À Thio, 300 mm de pluie sont tombés depuis le phénomène. Le pont de la mine SLN a été détruit. Une dizaine de personnes a été évacuées. Sur place, Dave Waiwonasson et Claude Lindor. Depuis hier soir à Thio, tout est allé crescendo. Il y a d'abord eu les radiers submergés, comme celui d'Ouroué, et puis les ponts ont été littéralement noyés. Celui de la Dotio, qui mène à Canala, et sur la route Pechekara, des éboulements. Depuis hier, 10 personnes ont été évacuées vers les zones de refuge. À cette heure, le bilan provisoire ne fait état d'aucun blessé. Je recommande à la population de rester chez eux, de rester informés au niveau de la télé, la radio, Internet, et qu'ils fassent très attention au niveau des cours d'eau, qu'ils ne franchissent pas les radiers ou les ponts submergés. Ce soir encore, les accès à la tribu de Saint-Paul et de Saint-Michel sont impraticables. Le pont fusible à l'ouest a été emporté et le pont Watou à l'est a été endommagé. Sur la côte, tout le district de Borindi est ce soir isolé. Ce qu'on craint le plus, c'est les inondations en fait. C'est la montée des eaux, parce que comme Thio, la plus grande partie de la commune, c'est des zones inondables. Donc c'est ce qu'on craint le plus, voilà, c'est que l'eau monte et puis voilà, automatiquement il y a les éboulements, il y a eu des feux de brousse l'année dernière, là, donc je crains aussi que ça entraîne aussi des éboulements. Voilà. Donc j'appelle la population à être vigilant et puis voilà, faire attention, de rester chez eux. Voilà. Selon les procédures d'intempéries, aucune activité sur les mines du camp des Sapins et du plateau. Demain, les écoles et les collèges de la commune resteront fermés par mesure de précaution. Précisons que Bouraï n'a pas été épargné non plus. La RT1 est coupée sur le secteur nord à 5 km du village. Des hébergements d'urgence ont été mis en place. Un arrêt d'évacuation pour la Roche-Percée a également été pris par la mairie. Les transports scolaires ont été annulés pour demain toute la journée.
Autre temps fort de l'information, les violences faites aux femmes. La mobilisation ne faiblit pas. Aujourd'hui, une marche blanche était organisée à Boulou-Paris. 150 personnes étaient présentes, venues de la province sud. Elles protestaient contre l'agression d'une jeune fille de Canala il y a 2 semaines. Voyez ce reportage de Jean-Noël Méraud. Une marche silencieuse. Mais la douleur que ces femmes compriment pour cette jeune fille de Canala meurtrie va éclater dans quelques minutes au micro. Des jeunes, des plus âgés, de toutes les ethnies, aisées ou pas. La violence faite aux femmes transcende les générations, la couleur de peau ou le milieu social. Une vague d'indignation soulève le pays. Il y a une houle de fond. Vous savez, quand souvent on travaille sur un sujet pendant des années, puis tout d'un coup, malheureusement à la faveur d'un drame, il se trouve que tout le monde se sent beaucoup plus concerné qu'avant. J'espère que ça ne va pas retomber comme un soufflet. Ensemble, environ 150 personnes dont des hommes, associations, organismes divers et coutumiers. Le sujet ne laisse personne indifférent. Les femmes de Kouargoua qui ont organisé cette journée, elles, ne décolèrent pas. Ça peut nous arriver à nous, même à moi-même, à mes sœurs, à mes nièces, à mes cousines. C'est pour dire que là, c'est bon, l'eau a débordé du vase, quoi. Là, c'est trop, là, on est venu pour exprimer notre colère, notre rage, notre souffrance. Parce que même la violence qui s'est passée là à Canala, ça peut se passer à Canala, mais à nous, tous les jours, même à cette heure-ci qu'on se parle, peut-être il y a de la violence. Après Canala la semaine dernière, aujourd'hui Boulou-Paris. Une autre manifestation se tiendra demain à Koné contre les violences faites aux femmes. Actualité judiciaire aux assises de Nouméa à partir d'aujourd'hui et sur 3 jours, le cas de Béa Bati est jugé. Il s'agit d'un double meurtre et de 3 tentatives de meurtre, des faits qui se sont déroulés à la tribu de Tu à Wailou en septembre 2016 sur fond de conflits fonciers entre 2 clans. Le rappel des faits avec Brigitte Wahap et Franck Vergès. Les tensions au sein de la tribu de Tu à Wailou remontent à début 2015 lors de travaux de réfection de la route. Une déviation est mise en place et des divergences sur le foncier apparaissent. Une bagarre éclate en octobre de la même année entre des membres du clan Bati et du clan Kabeu, pendant laquelle l'accusé sera blessé. Le 23 septembre 2016, des membres du clan Kabeu reprochent aux Bati d'avoir déversé des viscères de cerf dans la rivière pour leur nuire. Ils bloquent la route et une première altercation a lieu. C'est à ce moment que Béa Bati va chercher son fusil et lorsqu'il voit l'autre clan s'en prendre à son père, il fait feu et tue 2 personnes du clan Kabeu et en blesse 3 autres. L'accusé, 35 ans, est décrit comme quelqu'un de calme et de respectueux de la coutume. Depuis les faits, plusieurs réunions ont eu lieu pour essayer d'apaiser la situation, mais le problème, selon les dires de témoins, n'est toujours pas réglé. L'accusé, lui, risque jusqu'à 30 ans de prison. En bref, l'hommage national sera rendu aujourd'hui à Paris aux Invalides par le chef de l'État au gendarme lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. En Calédonie, une cérémonie s'est déroulée en fin d'après-midi à la caserne Meunier en présence des personnalités politiques, civiles et militaires. La Nouvelle-Calédonie tient à affirmer sa solidarité et sa fraternité avec la France. Le gouvernement a fait mettre les drapeaux en berne. Des images de Christian Favnek. Et puis, à noter qu'en raison de l'hommage national rendu à Arnaud Beltrame, notre programme de ce soir change quelque peu. À 20h, vos 2 épisodes de votre série Munch, mais à 21h40, édition spéciale en léger différé et en hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Direction la Polynésie et justement les risques terroristes sont au cœur d'une formation pour les agents de sécurité en Polynésie. Un spécialiste est venu de métropole et il apprend aux vigiles à réagir en situation de crise. Voyez ce reportage de Mario Leroy et de Ito Terorotua. Une formation plus vraie que nature pour mettre les participants en condition. Ici, même le maquillage a son importance. Il faut savoir réagir en cas de blessure grave. Tous les gestes ne sont pas les mêmes et une intervention rapide et appropriée peut sauver une vie. Face à des risques, il y a une explosion, il y a des victimes qui sont sonnées, comment ils vont devoir agir, d'accord ? Et là, on les fait intervenir sur un cas d'urgence. Ils sont tous formés sur un PSC, hein, c'est-à-dire qu'ils ont tous les premiers secours. Mais là, ça va au-delà. C'est-à-dire que là, on les confronte réellement à quelqu'un qui a une blessure par balle.
Parce qu'ils sont souvent en première ligne, les agents de sécurité doivent acquérir ces méthodes pour secourir, pour alerter, mais d'abord et avant tout pour éviter les attaques, identifier les comportements suspects et savoir neutraliser les malfaiteurs. On est les premiers, lorsqu'on commence à prendre un passeport à l'aéroport, à pouvoir juger si la personne a une attitude bizarre et à ce moment-là faire appel aux forces de l'ordre qui interviendront en cas de besoin. Si en Polynésie on estime minime le risque d'attentat, le risque zéro, lui, n'existe pas. Et depuis cette année, tous les vigiles doivent avoir cette compétence supplémentaire pour limiter ces risques d'attentat. C'est de la montée en compétence des agents de sécurité sur le territoire national donc, et de ce fait du territoire de Tahiti. L'objectif, c'est d'amener un apport de connaissances à la fois des savoir-être et des savoir-faire sur les agents de sécurité, car aujourd'hui on a besoin d'eux pour faciliter le travail des représentants de l'État. Ils sont désormais 6 nouveaux formateurs certifiés. Ils vont pouvoir à leur tour participer à la mise à niveau des agents de sécurité de Polynésie. Pour finir, une belle histoire et cette rencontre avec Suzanne Dang, une jeune femme médecin kanak, diplômée depuis 1 an. Elle travaille en Savoie, au Ménuire, une station de ski de la Tarentaise. C'est un portrait signé Jean-Michel Mazerolles, Mourad Bouretima et Julien Dadon. Bonjour, je suis Suzanne, je viens de Calédonie et je suis médecin aux Alpes au Ménuire. Attentionnée et intelligente. Quelqu'un qui est très posé, qui est ouvert à la discussion. Souriante, joviale et très bon contact avec le patient. Domaine des Trois-Vallées en Savoie, l'un des plus gros complexes de sport d'hiver en France. 10 000 skieurs en moyenne par jour et son lot d'entorses, de fractures et de contusions. Pour les prendre en charge, une médecin parmi 4 autres, une kanak d'origine vietnamienne de par son père. Épaulée par 2 infirmières et un spécialiste en radiologie, elle soigne tout type de pathologie, des plus bénignes aux plus graves, dans ce cabinet médical au pied des pistes. On voit vachement pas mal d'urgences, si vous voulez, traumatiques et aussi médicales aussi, parce qu'on est un peu isolé quand même, on est en montagne, donc on est les premiers médecins sur place, bien avant des fois que les médecins urgentistes arrivent de la vallée, d'en bas des gros hôpitaux, donc c'est ça qui est intéressant. Débrouillardise, improvisation et même intervention extrême la nuit ou par mauvaises conditions météorologiques. Suzanne a dû très vite s'adapter à cette structure médicale ô combien formatrice quand on est jeune médecin. On voit beaucoup plus de traumatos qui est beaucoup plus varié. Et du coup, pour voir autant de traumatos avec aussi large, il faudrait beaucoup plus de temps sur des services d'urgence classiques. Originaire de Koné sur la côte ouest du Caillou, Suzanne, 18 ans, un bac S en poche, veut s'occuper des autres. Elle choisit la médecine et rejoint des membres de sa famille paternelle installée à Grenoble, où elle suit les cours à l'université, tout en se prenant très vite de passion pour la montagne, toute proche. J'aime beaucoup le ski, donc je suis au bon endroit. Et puis quand il fait super beau, c'est vraiment chouette, comme c'est magnifique. Hein, vous voyez, c'est un domaine qui est immense. On a des vues imprenables dès qu'on est un peu en hauteur. C'est beau. Amoureuse d'un infirmier d'une station voisine, la jeune Calédonienne allie travail et passion dans un environnement particulier où le couple n'a pas encore décidé de poser définitivement les valises. Entre connaître, comme moi j'ai pu connaître en y allant une semaine en vacances en février ou à Noël, et y passer un vrai temps et s'y ancrer un peu plus, c'est pas la même chose. Donc tous les deux on découvre ça ensemble, on le partage et c'est sympa. Une vie pour l'heure au jour le jour où l'avenir s'écrit avec le passé. C'était pas évident les premières années parce qu'évidemment on est loin de la famille, on est loin des amis, des premiers amis qu'on a eus, donc c'est ça qui est difficile, mais ça vaut le coup parce que finalement il y a plein de choses à apprendre et à découvrir. Il ne faut pas avoir peur en fait de franchir le pas et il faut venir. Aux dernières nouvelles, Suzanne et son compagnon rejoindraient une station balnéaire dans le sud de la France l'été afin de poursuivre au chaud leurs activités médicales, sans doute avant de revenir l'hiver prochain dans cette montagne qu'ils viennent d'apprivoiser. Voilà, c'est la fin de votre journal d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'actualité demain matin en radio dès 5h avec Charlotte Mestre. À noter que l'invité de la matinale radio sera Luc Steinmetz, historien et juriste. Nous, on se retrouve demain soir dès 19h. D'ici là, restez avec nous sur le web, Facebook et Twitter. Très belle soirée à vous sur La Première.